Bonjour et merci à toutes, tous et tous d'être avec nous aujourd'hui ce midi pour cette présentation du sondage COVID-19, impact sur les femmes de la diversité sexuelle au Québec, réalisé par le Réseau des lesbiennes du Québec. Le Réseau des lesbiennes du Québec est le seul organisme en défense collective des droits touchant spécifiquement les enjeux des femmes qui aiment les femmes au Québec, et ce depuis 1996. Il regroupe les femmes de la diversité sexuelle, c'est-à-dire les femmes, qu'elles soient cis, trans, bispirituelles, de genre fluide, queer, agenre ou non-binaire, et qui s'identifient comme lesbiennes, gays, bisexuelles, pansexuelles, ayant une sexualité fluide, asexuelle ou encore en questionnement. Il représente ces femmes de toutes les régions du Québec, de tous les âges, de toutes les classes sociales, de toutes les communautés culturelles, de différents points de vue politiques, avec ou sans handicap, et encore plus. Le réseau agit à titre de porte-parole et d'interlocuteur auprès des instances décisionnelles, tant politiques que sociales, relativement à la qualité et aux conditions de vie des lesbiennes et des femmes de la diversité sexuelle. Le RLQ est la référence centrale en ce qui concerne les enjeux des différentes communautés lesbiennes au Québec. En ce sens, et comme nous le savons toutes, nous sommes depuis plusieurs mois grandement impactés par la COVID-19 et ce n'est pas encore terminé. Les conséquences de cette crise se feront sentir encore pendant plusieurs mois, pour ne pas dire des années. Pour mieux comprendre cette crise socio-sanitaire ainsi que ses impacts, le RLQ a sondé plus d'une centaine de femmes de la diversité sexuelle à travers le Québec et aujourd'hui, on vous présente les résultats du sondage. Alors, avant de continuer, je me présente, Julie-Antoine, directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec depuis maintenant 2017. Je suis accompagnée de trois de mes collègues. Eugénie Fontaine, bonjour Eugénie, celle qui a Bonjour. créé le sondage et qui vous présentera dans quelques minutes ses résultats. Merci. Aussi, Cynthia Esséré, qui est adjointe à la direction et qui sera à la technique aujourd'hui. D'ailleurs, vous pouvez constater que les micros et les caméras sont fermés et ce sera comme ça pour toute la présentation. Et la présentation sera enregistrée. Donc, c'est important de le savoir. Si jamais vous avez des difficultés, Cynthia se fera un plaisir de remédier en répondant dans le chat à la question que vous avez. Finalement, Julie Vaillancourt, chargée des communications, est avec nous afin de répondre aux questions liées plus spécifiquement à ce sondage à travers le chat, étant donné que les micros sont fermés. D'ailleurs, veuillez prendre note que le rapport complet sera disponible le 2 octobre prochain par PDF via notre infolette et par la suite sur notre site Internet. Il n'y aura donc pas vraiment de période de questions, sauf si vous avez des questions sur le chat, évidemment. Et après, lorsque vous aurez en main le rapport, vous pourrez nous contacter si jamais vous avez des questions à l'adresse courriel du réseau. Donc, c'est dg@rlq-qln.ca et on y répondra avec plaisir dans le meilleur de nos connaissances. Vous pouvez aussi poser des questions directement sur le site Internet. Si vous n'avez pas eu le temps de noter mon adresse courriel, vous pouvez aller sur le site Internet et contacter le réseau. Donc, vous allez pouvoir également poser des questions. Donc, encore une fois, merci à tout le monde d'être avec nous aujourd'hui et je laisse la place à Eugénie. On essaie de ne pas prendre trop de temps pour vous laisser un petit peu le temps de manger ce midi puis pas faire des indigestions avec toutes les données qu'on va vous présenter. Donc, Eugénie, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Julie. Bonjour à toutes et à tous. Alors, concernant l'ordre de la présentation, donc ça va se répartir en 4 points. Pour la première partie, ça concerne les données épidémiologiques des répondantes. La partie 2 abordera tout ce qui concerne l'emploi et les revenus, donc le salaire et les aides gouvernementales. Pour la partie 3, on va se concentrer sur la reconfiguration et l'adaptation dans le milieu de vie. Et pour finir, on parlera de la charge mentale et émotionnelle dans cette dernière partie. Concernant, donc avant de rentrer dans les résultats de ce sondage, je vais vous les mentionner que ce sondage avait été conçu seulement en français. La version a été mise en ligne du 25 mars jusqu'au 13 avril 2021. Au total, il y a eu 60 questions regroupées dans 4 parties. Certaines questions étaient à choix multiples, notamment les questions par rapport à l'identité de genre, l'orientation sexuelle ou aussi la violence vécue. Par rapport aux objectifs de ce sondage, c'est de comprendre les impacts liés à la pandémie sur les femmes de la diversité sexuelle et aussi de leur entourage, faire un bilan 1 an après le début de la pandémie pour en fait permettre de mieux les représenter, les enjeux et les réalités qu'elles ont vécues ces dernières années. Par rapport à la partie démographique, l'identité de genre. Donc pour ce sondage, le RLQ a demandé aux personnes sondées de s'auto-définir sur le plan de leur identité de genre. Donc 9 personnes sur 10, donc 91,5
se sont identifiés au terme de femmes exclusivement ou étant une de leur identité de genre. Les 8,5% restants sont des personnes qui s'auto-identifient comme aucune étiquette ou personne non binaire. Par rapport à l'orientation sexuelle, au sein de l'échantillon, l'orientation sexuelle la plus représentée est le lesbianisme à 40,1%. On observe également que plus d'une femme sur 5 s'identifie comme bisexuelle à 21,8%, ce qui constitue le second groupe le plus représenté. Le troisième groupe le plus représenté sont les pansexuels à 16,2%. Et si on cumule les femmes bisexuelles et les femmes pansexuelles, elles représentent 38% au sein de l'échantillon analysé. L'âge des répondantes, donc la majorité des personnes sondées sont âgées entre 18 et 44 ans, donc elles représentent 90,2%. On remarque une surreprésentation de la tranche d'âge des 18-24 ans. Les personnes de 60 à 74 ans sont la tranche d'âge la moins représentée, et à savoir qu'aucune personne de plus de 75 ans a répondu à ce questionnaire. Donc, c'est sûrement lié aux limites du sondage, car le sondage était en ligne et s'adressait uniquement aux personnes connectées à Internet. Donc, il est possible que les aînés aient d'autres sous-groupes et sont moins représentés dans ce sondage. Et concernant les mineurs, elles sont moins ciblées par les actions du RLQ, ce qui peut générer une plus faible participation de ces personnes âgées de moins de 18 ans. Concernant les régions administratives, donc à travers ce sondage, on a pu réunir 142 personnes vivant dans 15 régions administratives du Québec. Les 2 régions non représentées sont la Gaspésie et le nord du Québec, car aucune femme de la diversité sexuelle a répondu à ce sondage. Nous constatons que plus de la moitié des personnes sondées, donc 55,3%, résident dans le Grand Montréal, c'est-à-dire l'île de Montréal, Laval et Montérégie. Toutefois, ce sondage permet également d'apporter de la visibilité aux femmes vivant hors du Grand Montréal, donc les enjeux pour visibiliser en fait les enjeux et les impacts liés à la COVID. Et c'est très important d'avoir un portrait régional diversifié. Par rapport à la question sur l'appartenance à un sous-groupe, la moitié des répondantes, donc 52,1%, appartient à un sous-groupe au minimum. On a observé que plus les personnes appartenaient à des sous-groupes, plus elles étaient à risque de subir des pressions ou des violences dans leur vie. Également, nous constatons qu'une personne sur 3 déclare avoir des problèmes de santé mentale. Et parmi ces personnes-là, 17% ont une dépendance et aussi 17% se trouvent en situation d'handicap. Concernant l'état matrimonial, donc de mars 2021, les 3 états matrimoniaux les plus représentés sont les personnes célibataires à 39,4%, les personnes en couple vivant ensemble à 30,3% et aussi les personnes en couple mais qui ne vivent pas ensemble, donc 20,4%. Les catégories les moins représentées sont les personnes mariées et les personnes divorcées à 10% environ. Et les mesures de confinement liées à la COVID-19 ont impacté de façon différente tous ces états matrimoniaux. Et on va pouvoir le constater dans les parties suivantes. Concernant les données socio-économiques, donc par rapport à la situation professionnelle, donc globalement, nous avons remarqué que peu de personnes ont changé de secteur d'activité durant cette pandémie. Les domaines d'activité, information, art, culture, loisirs et aussi le domaine d'hébergement et services de restauration sont les 2 seuls qui ont fortement perdu en termes d'employés depuis mars 2020 du fait des mesures sanitaires en vigueur pendant la pandémie. Et avant la pandémie, les travailleuses étaient au nombre de 107, soit 74% de notre échantillon. Et en mars 2021, elles étaient au nombre de 96, donc 60,6%. En mars 2021, 2 employés sur 5, donc 41,7%, ont gardé le même emploi pendant la pandémie. Un peu plus de 13% ont perdu leur emploi durant l'année 2020, mais ont pu retrouver un autre par la suite. 3,5% des personnes n'avaient pas d'emploi avant la pandémie et ont réussi à trouver un autre emploi pendant la crise. Et 7% de la population qui avait perdu un emploi à cause de la pandémie n'a pas pu recommencer à travailler. Si on cumule toutes ces personnes qui ont perdu un emploi durant la pandémie, cela nous donne un pourcentage de 20%. Donc, ce chiffre est non négociable en raison des impacts financiers et aussi du stress apporté que cela peut apporter en fait, durant cette crise, malgré les aides gouvernementales promises. Au niveau des changements générés par la crise, nous avons pu constater que le nombre d'étudiantes est légèrement en hausse, donc plus 2% de répondantes en mars 2021,
alors que le nombre de travailleuses, donc employées et travailleuses autonomes, a diminué de moins 5,9%. Par rapport à la modalité de travail, donc depuis la crise sanitaire, les entreprises ont dû s'adapter à une autre modalité de travail pour réduire la propagation du virus. Donc le télétravail a été fortement conseillé, voire même obligatoire à certaines périodes. Au total, en auditionnant les personnes qui ont fait du télétravail à 100% et celles qui ont connu le télétravail à certains moments, c'est plus de la moitié des travailleuses interrogées, donc 58,3%, qui ont dû travailler en télétravail durant la pandémie. Donc, ce télétravail a eu des répercussions sur la qualité de vie des femmes de la diversité sexuelle, d'une part par rapport à la conciliation travail-famille, avec une hausse de la charge mentale, mais aussi avec l'augmentation de l'isolement pour certaines personnes qui étaient en contexte de vulnérabilité. Par rapport aux heures travaillées, donc la crise sanitaire a perturbé les habitudes de vie, la santé de la population, mais aussi l'environnement de travail. Donc, les horaires de travail ont pu fluctuer durant cette période. Donc, avant la pandémie, la catégorie d'heures travaillées par semaine la plus représentée était le travail à temps plein, donc entre 31 heures et 40 heures par semaine. Ça représentait 44,9%. Les personnes travaillant plus de 40 heures par semaine représentaient 5,6% de notre échantillon. Et depuis la pandémie, nous avons fait le même constat. Ce sont toujours les personnes à temps plein qui sont les plus représentées, à 46,9%. Et aussi, on observe une hausse de personnes travaillant plus de 40 heures par semaine, passant de 5,6 à 11,5. Par rapport aux aides que l'entreprise a pu apporter durant la pandémie, donc le télétravail qui a été rendu obligatoire dans de nombreux secteurs dits non essentiels, certaines entreprises ont aidé leurs employés à réaliser cette transition du mode présentiel au mode télétravail. Donc, les deux types d'aides qui ont pu être apportées à certaines des répondantes étaient, la première aide, c'est l'aide en nature, donc c'est-à-dire le prêt d'ordinateur portable, de moniteur, par exemple. Et la deuxième aide était une aide financière par le biais de paiement de certaines factures, telles que le forfait Internet ou encore le don de cartes cadeaux pour l'achat d'équipements de bureau. Donc, il y a 2 personnes sur 5, donc 41,1%, qui auraient aimé avoir une aide de la part de son entreprise. Une personne sur 3 qui a reçu une aide, donc soit une aide financière, soit une aide en nature. Et une personne sur 4 affirme ne pas en avoir eu besoin. Par rapport aux revenus mensuels, donc bien que le nombre de travailleuses ait diminué durant la crise sanitaire mondiale, la moyenne et la médiane salariale restent identiques durant ces 2 dernières années, donc 2020 et 2021. La moyenne salariale des employés se situe entre 21 et 25,99 $ de l'heure. Donc, cette moyenne salariale est identique à celle que nous avons déjà constatée dans la précédente enquête, le portrait des femmes de la diversité sexuelle au Québec de 2020. D'ailleurs, nous pouvons observer qu'une majorité des employés ont un salaire horaire se situant entre 13,10 et 25,99 $ de l'heure, respectivement 71% pour mars 2020 et 60,4% pour mars 2021. Donc, on peut conclure que les femmes de la diversité sexuelle sont moins bien payées que la population générale et qu'en moyenne, la population féminine au Québec, incluant les femmes de la diversité sexuelle, gagne 26,98 $ de l'heure, comparativement à 23,50 $ de l'heure pour les femmes de la diversité sexuelle. Et si on regarde l'écart salarial entre hommes et femmes, il y a une différence de près de 6 $ de l'heure, car les hommes, en fait, gagnent en moyenne 29,36 $ de l'heure. Donc, toutes ces données, en fait, toutes ces statistiques viennent du gouvernement du Québec datant de 2021. Nous pouvons conclure que le sexisme systémique est toujours présent au sein de l'organisation sociale et est maintenu par des plafonds de verre au niveau salarial. L'égalité salariale entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les femmes elles-mêmes, est loin d'être atteinte au Québec et engendre encore des conséquences négatives sur l'empowerment des femmes de la diversité sexuelle. Par rapport au stress économique et aux difficultés financières depuis cette pandémie, donc la pandémie a généré plusieurs impacts socio-économiques. C'est pourquoi les gouvernements ont mis en place des aides financières afin d'aider certains secteurs et certaines personnes qui ont été impactées plus fortement par les mesures de confinement. Donc, la moitié des employés, 49%, ont pu bénéficier d'une aide de gouvernement durant la pandémie. Concernant les personnes ne se situant pas dans la catégorie employée, c'est-à-dire les personnes qui auparavant avaient un emploi, ou par exemple les étudiantes qui travaillent en parallèle de leurs études, ou encore les personnes en attente de la réouverture de leur secteur, plus des 2 tiers, donc 71,7%, ont eu une aide financière gouvernementale.
Maintenant, si on prend l'ensemble des répondantes du sondage, c'est-à-dire les 142 personnes, plus d'une femme sur deux a bénéficié d'une aide gouvernementale d'urgence. À souligner aussi qu'avant la pandémie, 18,3% des personnes sondées ont mentionné avoir de graves difficultés financières. Et un an après, il y a une forte augmentation de ces personnes se trouvant dans cette situation. Ça représente 28,2%. Et ce constat nous montre que certaines femmes avaient déjà un statut socio-économique très faible comparativement à la population générale avant la pandémie et que cette pandémie a fragilisé davantage leur situation économique. Concernant la partie reconfiguration et adaptation dans le milieu de vie, donc le lieu de vie, nous pouvons constater qu'il y a une augmentation des ménages avec conjointes. Donc en mars 2020, il y avait 25,4% des répondantes qui vivaient avec leur conjointe ou conjoint. Et en mars 2021, 31%. Cela peut s'expliquer peut-être par l'isolement ressenti durant le premier confinement. Et afin de briser cette solitude, certaines femmes ont emménagé avec leur conjointe. On remarque aussi que certaines familles ont vécu des événements douloureux tels que des séparations, comme le montre la diminution des ménages composés de la conjointe et des enfants. Aussi, on va le voir plus tard dans la présentation, mais ce n'est pas parce que les femmes d'adversité sexuelle vivaient en compagnie d'autres personnes, donc c'est-à-dire la famille ou le conjoint-conjointe, qu'elles étaient en sécurité. Et que pour d'autres femmes, l'isolement a été malgré tout un facteur de protection concernant les pressions et les violences vécues dans leur milieu de vie. Pour rappel, être proche aidante, c'est un rôle additionnel, c'est-à-dire que les personnes assurent volontairement des soins ou de l'accompagnement à une personne de son entourage avec qui elle a un lien affectif. Donc, ce rôle peut être temporaire ou permanent, et à noter que ce soutien n'est pas rémunéré. Donc, 12 personnes dans l'échantillon a été ou sont toujours proches aidantes d'une personne de son entourage. Pour mieux comprendre le profil de ces femmes dans ces situations de proche aidante, mais aussi la charge à laquelle elles sont confrontées, nous avons questionné ces dernières sur les conditions particulières des personnes dont elles ont la charge. Donc, nous pouvons constater que la moitié des personnes à charge n'ont pas de caractéristiques particulières à 54,5%, mais près d'un tiers à 31,8% des personnes aidées étaient âgées de plus de 65 ans. Donc, cette information est importante car les personnes de plus de 65 ans étaient particulièrement vulnérables lors de cette crise. Et la proche aidante a dû vivre une augmentation de son niveau de stress lié aux impacts de la COVID-19 sur les personnes âgées. 13,6% et 4,5% des personnes à charge avaient respectivement une condition physique particulière ou vivaient une situation de handicap. Et la situation pandémique a affecté la santé et le bien-être des répondantes dû à un manque de services pendant la pandémie, par exemple. Par rapport à cette quatrième et dernière partie à propos de la charge mentale et émotionnelle, donc l'apparition de la pandémie, les mesures sanitaires comprenant la distanciation physique, la quarantaine, mais aussi l'isolement et le couvre-feu pour lutter contre la propagation du virus, et aussi la surinformation médiatique à propos de la COVID-19 a pu engendrer de nombreux effets négatifs sur la santé mentale et le bien-être physique de la population. Les changements drastiques au niveau des habitudes de vie, tels que l'arrêt des activités hors domicile, des interactions et aussi des interactions sociales, a pu provoquer une augmentation de la charge mentale et aussi une diminution des rapports sociaux. Donc, par rapport aux facteurs de protection et de risque, les facteurs de protection sont considérés comme des influences positives pouvant améliorer la vie des personnes, mais aussi être des modérateurs de risque. Il existe de nombreux facteurs de protection tels que les valeurs, les croyances positives, une bonne santé mentale, un bon soutien social et aussi un emploi stable, par exemple. Les facteurs de risque sont au contraire des facteurs pouvant augmenter le risque de vivre une situation de victimisation. Lorsque les facteurs de protection diminuent, les facteurs de risque augmentent et peuvent engendrer plusieurs impacts négatifs sur la personne concernée. Donc, au sein de ce sondage, nous avons demandé aux répondants de noter la résistance, c'est-à-dire la force de leurs facteurs de protection face à la crise. Et ces notes allaient de 1 à 10. Donc, la note de 1 signifie que le filet de sécurité était inexistant. Et la note maximale était de 10. Ça veut dire que la personne avait un filet solide de son filet de sécurité sociale. Donc, on peut remarquer qu'il y a eu une fragilisation des facteurs de protection. Donc, en mars 2020, il y avait 4 personnes sur 5 qui affirmaient avoir de solides facteurs de protection. En mars 2021, c'était seulement 3 personnes sur 5. Et on peut voir les personnes qui ont noté inférieur à 4 sur 10, ils étaient 7,7% en mars 2020. Et en mars 2021, ils ont augmenté presque par 3 et ils sont à 19%. Donc, ce contexte de pandémie a fragilisé énormément le filet de sécurité sociale. Par rapport à la conciliation vie professionnelle et vie personnelle,
Donc, globalement, nous pouvons définir la conciliation vie professionnelle et vie personnelle comme la recherche d'équilibre entre les responsabilités professionnelles et aussi les engagements personnels. Donc là aussi, on a demandé aux répondants de noter leur capacité à concilier ces deux sphères. Donc les notes vont aussi de 1 à 10. La plus grande augmentation constatée était en lien avec les personnes qui mentionnent avoir eu la difficulté à concilier les différentes sphères de leur vie. Et ce pourcentage a doublé et s'élève en mars 2021 à 36,6%, sans compter que parmi ces 36,6%, 15,5% des personnes sondées ont mis une note inférieure à 2 sur 10. Donc, leur conciliation était vraiment très précaire. Par rapport à la situation des mères, il y a eu 15 répondantes qui sont mères dans le sondage. Donc, pour mieux comprendre la charge liée aux enfants durant la pandémie, on a pu remarquer que leurs enfants avaient un niveau de scolarité de 53,3%, ils étaient au CPE garderie, 40% à l'école primaire, 6,7% étaient au secondaire par rapport aux enfants. La pandémie, la garde la plus représentée était la garde de la mère pour 46,7%. 57,1% d'entre elles avaient un emploi à temps plein. 28,6% étaient étudiantes et travaillaient en parallèle de leurs études. Et par rapport à la conciliation vie professionnelle et vie personnelle, avant la pandémie, donc en mars 2020, c'était réalisable pour 73,3% des répondantes. Et depuis la pandémie, elles ont noté qu'il y avait un déséquilibre avec une augmentation de la charge mentale. Et en plus, il y a eu l'ajout de la responsabilité de l'enseignement pour leurs enfants. Par rapport au sentiment de sécurité dans le milieu de vie, donc très simplement, le sentiment de sécurité s'agit d'un état où les éventuels dangers sont contrôlés, mais également d'une situation où la personne n'est pas exposée à des conditions pouvant engendrer des dommages physiques, psychologiques ou matériels. Ce contrôle permet de préserver le bien-être et la santé de la population. Donc en mars 2020, 4 personnes sur 5, donc 82,4%, avaient un sentiment de sécurité supérieur ou égal à 7 sur 10. Et malgré une légère baisse du sentiment de sécurité au sein du milieu de vie en mars 2021, les 3/4 de la population interrogée, donc 75,4%, avaient un haut sentiment de sécurité supérieur ou égal à 7. Plus ou moins le même nombre de personnes ont évalué leur sentiment de sécurité se situant entre 5 et 6 sur 10. Et il y a eu donc une légère augmentation en ce qui concerne le sentiment d'insécurité lié à la crise en mars 2021, parce qu'en mars 2021, on voit que 14,1% des personnes ont noté leur sentiment de sécurité en dessous de 4 sur 10. Par rapport aux violences vécues dans le milieu de vie, dans notre questionnaire, nous avons touché 6 types de violences afin de mieux comprendre les oppressions vécues par les femmes de la diversité sexuelle. C'était une question à choix multiple, donc une femme de la diversité sexuelle sur 3, donc 35,2% ont mentionné subir une à plusieurs types de violences dans leurs différents milieux de vie. Avant la pandémie, la violence la plus présente était la violence psychologique à 27,5%, suivie par la violence verbale à 18,3%. Depuis la pandémie, nous constatons une baisse de violence au sein de l'environnement des femmes de la diversité sexuelle. Donc, en moyenne, une diminution de moins 40% des violences verbales et des violences sociales. Ce sont seulement les violences économiques qui ont augmenté de 5,3%. Et cette légère augmentation peut être en lien en fait, avec les enjeux financiers liés à la crise sanitaire. Donc, cette conclusion peut être en lien avec le fait que majoritairement, les femmes de la diversité sexuelle sont victimes d'actes violents à l'extérieur de leur vie, de leur lieu de vie, dû aux pressions lesbophobes, c'est-à-dire misogynie et homophobie. Le confinement a donc été pour certaines un facteur de protection. Par rapport aux auteurs des violences vécues, nous pouvons remarquer qu'avant et après la pandémie, les parents restent toujours les principaux auteurs de violences envers les femmes de la diversité sexuelle. En croisant les données, nous pouvons constater que la principale violence prodiguée envers les femmes de la diversité sexuelle par les parents est la violence psychologique. Cette violence invisible se traduit sous forme de chantage émotif ou, par exemple, de menaces et qui peut avoir des conséquences importantes pour la personne. En ce qui concerne les violences intraconjugales entre femmes, telles que la violence conjugale, elle reste encore aujourd'hui invisible et pourtant elle est bien présente et représente 16,2% des cas de violence déclarés dans son sondage en mars 2020. Elle a légèrement diminué pendant la pandémie dû au fort taux de séparation.
Même entre femmes, les formes de violence qui se produisent dans les couples ont les mêmes conséquences dévastatrices sur les victimes que les violences perpétuées dans le contexte hétérosexuel. Ici, le RLQ suppose que la majorité des couples sondés sont des couples lesbiens. Toutefois, il est important de mentionner que certaines femmes de la diversité sexuelle peuvent se retrouver dans des relations de type hétérosexuel, telles que les femmes pansexuelles, bisexuelles, queer ou les personnes à la sexualité fluide, ce qui peut avoir des répercussions directes sur les statistiques. Et pour sondage, le RLQ aurait dû sonder en fait le genre de la conjointe ou du conjoint. Par rapport aux impacts de la pandémie sur la santé mentale, donc 99,3% des répondantes ont mentionné avoir vécu un ou plusieurs impacts psychologiques en lien avec la crise socio-sanitaire. Donc, deux femmes sur trois ont un sentiment d'impuissance face à la situation. Plus d'une femme sur deux a déclaré avoir une aggravation dans son état de fatigue. Plus d'une femme sur trois mentionne être en dépression. Il y a aussi plus d'une femme sur deux qui a vu l'augmentation de sa détresse par rapport à ses capacités mentales et physiques. Et moins d'une personne sur quatre a eu peur de contracter la maladie ou de mourir. Donc, on peut voir qu'il y a une dégradation importante de la qualité de vie des femmes de la diversité sexuelle. Donc, c'est pourquoi il est essentiel d'investir massivement dans les ressources en santé mentale et de ne pas les minimiser. Par rapport aux impacts de la pandémie sur les comportements à risque, donc plusieurs facteurs peuvent influencer l'émergence de comportements dits à risque. L'humain a besoin de combler ses besoins de base afin de pouvoir se développer sainement. Donc, sans cela, certains comportements peuvent émerger et peuvent engendrer des conséquences graves sur le développement sain de la personne. Donc, la crise sanitaire a provoqué chez plusieurs personnes une grande insécurité et a provoqué, du coup, l'apparition de nouveaux comportements ou la modification de ceux déjà présents. Donc, 6,3% des répondantes a vu l'apparition de troubles du comportement alimentaire, donc le TCA. 14,1% ont vu augmenter la fréquence de leur TCA. 27,5% ont augmenté leur consommation d'alcool. Mais il y a aussi 20,4% qui ont vu réduire leur consommation d'alcool. 17,6% ont augmenté leur consommation d'autres substances addictives et 2,8% ont réduit leur consommation de d'autres substances. Par rapport à la situation des femmes de première ligne, donc on a pu constater que les femmes de la diversité sexuelle ont été très présentes en première ligne depuis l'arrivée de la pandémie. En mars 2020, environ 8% de l'échantillon avaient un emploi dans le milieu hospitalier, comparativement à aujourd'hui qui représentent 11,3%. En parallèle du milieu de la santé, autour de 15% des répondants travaillaient avant la pandémie et depuis la pandémie dans le milieu communautaire ou à l'assistance sociale. À travers cet échantillon, plus de la moitié ont déclaré avoir eu des heures de travail en mouvance. 2/3 des femmes qui travaillaient en première ligne ont déclaré que leur conciliation vie professionnelle et vie personnelle était supérieure ou égale à 7 sur 10. Et on remarque que la situation s'est inversée depuis la pandémie et approximativement 2/3 ont déclaré que cette conciliation était devenue difficile à réaliser en l'évaluant en dessous ou égale à la note de 6 sur 10. Les femmes de première ligne ont ressenti et ont vécu plus de situations pouvant compromettre leur santé mentale et physique que l'ensemble des femmes de la diversité sexuelle. Parmi elles, 72,9% ont ressenti un sentiment d'impuissance, 64,6% ont été très inquiètes par rapport à la santé de leurs proches et un tiers de ces femmes affirmaient avoir augmenté leur consommation d'alcool. Il est essentiel de reconnaître au niveau de la province, mais aussi du pays, leur implication ainsi que leur rôle dans la résolution de cette crise. Les conditions de travail doivent être améliorées rapidement car elles sont très importantes pour notre société. Par rapport au service d'accompagnement en cas de détresse psychologique, donc comme vu précédemment, la quasi-totalité des répondants, donc 99,3%, ont mentionné avoir vécu des impacts sur leur santé psychologique pendant la crise. Près des deux tiers, 62% connaissent les services offerts pour l'accompagnement en cas de détresse psychologique. Depuis la pandémie, il y a seulement une personne sur deux qui a ressenti le besoin de consulter pour sa santé mentale et d'être accompagnée par une psychologue ou une travailleuse sociale. Les motifs de consultation étaient principalement l'épuisement et l'anxiété, à 67,6%, puis 23,9% ont consulté pour des raisons de rupture amoureuse, suivi par le motif lié à une anxiété concernant l'argent ou l'emploi à 21,1%. Et également, depuis le confinement, une femme sur 10 a consulté pour des troubles de comportement alimentaire ou pour des raisons de violence conjugale
et 7% ont vu un professionnel de la santé mentale pour un deuil d'une proche. Donc, concernant les barrières liées à la prise de rendez-vous, plus de la moitié des femmes de la diversité sexuelle ont sondé, donc 53,5% affirment que la liste d'attente pour obtenir un rendez-vous était trop longue. Moins d'une personne sur 4 a peur d'être jugée par le personnel soignant et ne connaît pas d'endroit sécuritaire. Donc, c'est un constat très inquiétant car selon la Charte des droits et libertés de la personne, la discrimination en lien avec l'orientation sexuelle est proscrite par la loi. Le personnel ne devrait pas avoir peur les personnes LGBTQ+, ne devraient pas avoir peur de consulter un professionnel de la santé, quel que soit son domaine d'expertise. Ceci démontre encore une fois de plus que l'égalité juridique est atteinte, mais l'égalité de fait ne l'est pas et impacte de manière négative les femmes de la diversité sexuelle. Également, la moitié des répondantes déclarent qu'elles ne peuvent pas faire cette dépense en raison que le prix de la consultation était trop dispendieux. Ceci démontre que les services de santé psychologique devraient être couverts par l'assurance maladie au même titre que d'autres spécialistes et que les impacts d'un système à deux vitesses génèrent des inégalités sociales importantes. Par rapport à l'utilisation des services des organismes communautaires, donc on peut voir sur le graphique que 28,2% des répondantes mentionnent savoir trouver les services offerts par les organismes communautaires afin de contrer leur isolement. 38,7% estiment connaître un peu les différentes aides provenant du milieu communautaire. Et finalement, un tiers de la population interrogée affirme ne pas connaître les services offerts par les organismes communautaires. Nous pouvons constater également que depuis la pandémie, seulement 1 personne sur 5 a consulté un organisme communautaire afin d'en avoir des services. Ceci démontre un manque de visibilité quant à l'offre de services concernant les femmes de la diversité sexuelle. Le manque d'argent est un facteur qui engendre le manque de visibilité à travers les différents médias. Il est alors plus difficile de rejoindre les personnes qui en auraient besoin. Il est important de mentionner aussi que les enjeux des femmes de la diversité sexuelle sont également invisibles au sein de plusieurs offres de services LGBTQ+, mais même constat pour les organismes concernant les femmes de façon générale. Elles ne se sentent pas représentées par ces derniers. À rappeler toutefois qu'un seul organisme communautaire au Québec cible les femmes de la diversité sexuelle et il se situe à Montréal. Donc, les femmes des régions n'ont donc pas de service pour elles, ce qui est problématique considérant les enjeux et leurs spécificités durant cette pandémie. Donc, en conclusion, je vais faire court car les données de son sondage sont très parlantes. Il est essentiel que le gouvernement cible le terme lesbophobie dans leurs actions, car sinon les femmes de la diversité sexuelle seront encore dans l'ombre. Les plans d'action pourront alors être plus inclusifs et permettre de réduire, voire d'éradiquer les diverses violences basées sur le genre. Mais aussi, il faut injecter des sommes considérables dans le système de la santé pour minimiser les conséquences psychologiques et aussi de financer de manière adéquate les organismes communautaires afin de pouvoir proposer une offre de services adaptée aux réalités de chacune dans l'ensemble du Québec. Et pour finir, il faut consulter les organismes communautaires spécialisés auprès des femmes de la diversité sexuelle dans l'élaboration de diverses politiques et plans d'action touchant les femmes de la diversité sexuelle. Donc maintenant, merci de m'avoir écouté. Maintenant, je vais laisser la parole à Julie. Merci beaucoup, Eugénie. Tu veux-tu mettre la diapo? Ouais, super. Merci beaucoup, Eugénie, pour ce travail exceptionnel et toutes ces données qui nous permettent de mieux comprendre maintenant les diverses réalités vécues par les femmes de la diversité sexuelle à travers le Québec, mais spécifiquement aussi en lien avec la COVID-19. Donc, merci. Ce sont des données qui sont excessivement importantes pour nous et pour plusieurs autres personnes. J'espère que cette présentation vous a plu malgré les problématiques importantes qui ont été abordées et que ça ne fait pas de votre heure de lunch un moment trop désagréable. D'ailleurs, on a essayé de faire ça rapidement pour ne pas vous prendre toute votre heure de lunch, en considérant que vous avez été hyper sollicité pendant la crise sanitaire. On ne voulait pas vous surcharger encore. Majoritairement les groupes communautaires. D'ailleurs, on reconnaît tout le travail que vous avez fait. Comme vous le savez, les communautés lesbiennes le savent depuis trop longtemps. Ce qui n'est pas nommé reste invisible. Donc, aujourd'hui, ces données sont nommées et méritent une attention particulière des groupes, des ministères, des gouvernements. Plus personne n'aura l'excuse de ne pas savoir, car le savoir est à leur portée sur le site Internet du RLQ, www.rlq-qln.ca. D'ailleurs, merci au gouvernement du Canada, plus précisément le ministère Femmes et Égalité des genres Canada, qui supporte financièrement cette initiative. Merci de nous faire confiance et on espère que ces données vous aideront à travers la création de divers documents politiques et plans d'action.
justement. Merci aussi au Secrétariat à l'Action communautaire autonome et aux initiatives sociales, le SAQET, pour le soutien financier à la mission, hein, même s'il manque encore un petit peu d'argent, hein, comme on l'a mentionné. Cet argent nous permet quand même d'avoir une certaine stabilité, donc merci. Merci à Julie Vaillancourt et à Cynthia Séric pour leur support lors de cette présentation. On a commencé quand même à midi, là, je veux juste dire, il n'y a pas vraiment de période de questions parce que le rapport va sortir le 2 octobre prochain via notre infolette. Donc, si vous êtes abonné, vous allez recevoir directement dans votre boîte courriel. Sinon, via notre site Internet. Donc, il va falloir faire un petit peu plus d'efforts puis aller chercher sur notre site Internet le rapport complet. En ce sens, si vous voulez nous supporter, devenir membre, vous abonner à l'infolette, donc vous pouvez aller sur notre site Internet. Vous pouvez suivre nos actions aussi sur nos différents médias sociaux. On est très actifs, dont Instagram, Twitter, Facebook et LinkedIn, il y en a plusieurs. Donc, on espère que tout cela vous a plu. Merci pour votre intérêt, merci pour votre attention et j'espère que le réseau répond à vos attentes par rapport aux actions qu'il met en place. Sur ce, on vous souhaite une belle fin d'heure du dîner. Bonne gestion et merci encore pour votre présence. Merci encore, Eugénie, pour tout ce que tu fais. Merci. Au revoir. Merci.